Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Dialogue Insight, on va vous parler de l'orchestration stratégique des campagnes omnicanales. Donc, c'est un webinaire qu'on a préparé, mon collègue et moi, Jean-Baptiste. Et sans plus tarder, on peut tout de suite sauter dans la présentation. Donc, tout d'abord, on va se présenter qui on est. On est deux aujourd'hui comme interlocuteurs. Donc, je peux commencer, puis ensuite, je passerai la parole à Jean-Baptiste qui va aussi faire la première partie du webinaire. Tout d'abord, qui est Dialogue Insight? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme de marketing québécoise qui centralise et active vos données pour hyper personnaliser vos communications. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans qu'on est en affaires et qu'on gagne en expertise sur le marketing relationnel. Et on permet beaucoup l'orchestration de parcours clients engageants qui génèrent de vrais résultats. Et c'est aujourd'hui vraiment le cœur du sujet de présentation. Pour ma part, mon nom est Samuel Lafontaine, je suis team lead, gestionnaire de produits. Et donc, la seconde partie de la présentation va porter beaucoup sur la plateforme Dialogue Insight, les outils qu'on offre d'orchestration et d'où vient un peu mon expertise pour cette partie de la présentation-là. Et ensuite, je passerai la parole à mon collègue Jean-Baptiste pour se présenter et ensuite commencer pour vrai la présentation. Merci Sam. De mon côté, Jean-Baptiste Pisano, ça fait plus de 7 ans que je suis chez Dialogue Insight. Peut-être que certains d'entre vous le savent, on est originellement québécois, mais on est aussi basé en France. Donc de mon côté, je suis plutôt au contact de nos clients français. Donc voilà, j'accompagne les clients français sur leur mise en place stratégique et sur leur mise en place opérationnelle dans notre plateforme. Au niveau des campagnes, de l'utilisation de notre outil et donc tout ça au quotidien auprès de nos clients. Je peux passer rapidement sur l'agenda qu'on a prévu pour ce webinaire-là. Dans un premier temps, on va quand même faire un petit rappel de ce qu'est l'omnicanalité. Certainement qu'une grande partie d'entre vous le savent, mais peut-être que d'autres sont néophytes sur le sujet, donc on va repasser sur cette partie-là. Ensuite, on va passer sur la façon d'orchestrer de manière efficace des campagnes omnicanales. Donc, il y a 4 grandes parties là-dessus. On va aussi présenter quels sont les bénéfices pour vous au niveau équipe marketing et plus globalement au niveau de votre marque et ensuite pour vos clients. Enfin, on va passer sur la partie défis majeurs parce que mettre en place des campagnes omnicanales nécessite quand même de répondre à 3 grands défis majeurs. Et ensuite, Sam va pouvoir aussi vous présenter ce qu'on met à disposition dans notre solution pour vous amener à utiliser de plus en plus et de mettre de plus en plus rapidement en place des campagnes omnicanales. Alors, petit rappel rapide, on va avoir en fait 3 types de campagnes qui vont généralement être utilisées par les équipes marketing. Dans un premier temps, on va avoir des campagnes multicanales. Donc, on a une multitude de points de contact, qu'ils soient digitaux ou physiques. Mais la principale limitation à l'utilisation de campagnes omnicanales, c'est que ces canaux ne communiquent pas entre eux. Ces points de contact ne communiquent pas entre eux. Donc concrètement, vous allez envoyer des messages généralement identiques, similaires sur les différents canaux, sans avoir une logique de liaison entre ces canaux-là. Et point final là-dedans, c'est que votre contact va généralement être sursollicité, sans personnalisation, sans cohérence. Donc c'est concrètement une approche qui est peu optimisée pour communiquer auprès de vos clients. Dans un deuxième temps, on va avoir les campagnes cross-canal, où là, on va avoir une logique un peu plus séquentielle. Donc, on va lier nos canaux entre eux, mais on va se baser principalement sur le comportement du client. Je vous donne un exemple. Vous allez envoyer une campagne promotionnelle par email, et puis, selon si le contact n'a pas été converti, que ce soit sur des indicateurs marketing, taux de clic, taux d'ouverture, inscription à un programme de fidélité, par exemple, ou inscription à votre infolettre, ou aussi sur des conversions business, donc par exemple une transaction ou une venue en magasin, on va lui envoyer une autre communication via un autre canal. Donc par exemple, si moi je n'ai pas ouvert
la communication email reçue de l'entreprise X, je vais recevoir un SMS pour me faire un rappel de la campagne promotionnelle préalablement reçue. Donc, c'est une approche plus intelligente basée sur le comportement client, mais on peut aller encore plus loin. Et ce plus loin est la campagne omnicanal. Concrètement, on a toujours ce principe de multitude de points de contact, mais intégré aussi au niveau d'une même stratégie. Et ensuite, on va pouvoir uniformiser l'expérience client. Pourquoi on va uniformiser l'expérience client? Parce qu'on va avoir une vision centrée sur le client et son profil, une expérience plus fluide, plus cohérente, plus personnalisée pour le client. On va lui envoyer qu'une seule communication et le but de cette seule communication est évidemment de le convertir directement. Donc, on n'a pas vraiment nécessité de le sursolliciter ou de multiplier les points de contact au sein d'une même campagne. C'est l'approche qui est évidemment la plus avancée, la plus orientée expérience client, mais c'est aussi celle qui est la moins utilisée. Pour vous donner quelques chiffres, d'après les dernières études qu'on a eues sur le marché, d'un point de vue campagne multicanal, c'est généralement la majorité des équipes marketing qui utilisent ce type de campagne-là, donc entre 50 et 60%, à peu près un tiers au niveau des campagnes cross-canal, et enfin le reste sur les campagnes omnicanal. On peut passer à la suite. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va vous mettre un petit sondage dans le chat de ce webinaire-là pour que vous nous disiez concrètement où est-ce que vous pensez vous situer vis-à-vis de l'utilisation de ces différentes typologies de campagnes. Je vois qu'on a, merci pour toutes ces réponses. Je vois qu'on a quand même une majorité d'utilisation de campagnes multicanales, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est on point et qu'on va pouvoir enchaîner sur voilà, tout ce qui est bénéfice, défis, mise en place de ces campagnes-là et ce qui est nécessaire pour arriver à nos fins. Tu peux passer à la suite, Sam. Voilà, comme je le disais en préambule dans l'agenda, la mise en place d'une orchestration omnicanal efficace va se baser principalement sur 4 piliers. Donc, je le répétais dans le slide d'avant, ces 4 piliers, de manière unitaire, génèrent déjà des impacts importants sur les performances de vos campagnes, que ce soit au niveau des indicateurs marketing, augmentation des taux d'ouverture ou de taux de clic, ou bien sur des indicateurs business. Donc, par exemple, un réachat, une inscription au programme de fidélité, des nouveaux clients en basé pour votre compagnie. Et donc, la finalité d'une campagne omnicanal, c'est d'utiliser en fait ces 4 piliers-là de manière conjointe pour pouvoir maximiser les performances de vos campagnes. Au niveau de ces 4 piliers-là, on va avoir un premier pilier qui va être basé sur l'automatisation. C'est encore, comment dire, un des piliers qui est trop souvent sous-estimé, alors que, à mon sens, par expérience, c'est vraiment le pilier principal pour pouvoir maximiser la rentabilité de vos campagnes, omnicanal notamment. Donc, on va pouvoir ici, dans l'automatisation, se focaliser principalement sur le cycle de vie. Le but dans le cycle de vie, c'est d'identifier les moments clés du cycle de vie client à automatiser. Est-ce que dans le cas de votre activité, c'est plutôt au niveau du panier abandonné? Est-ce que c'est plutôt au niveau du second achat? Est-ce que c'est plutôt au niveau des NPS, par exemple, et des feedbacks clients qu'il faut automatiser ces actions-là, en fait, afin que vous n'ayez plus à revenir là-dessus et que tout se fasse naturellement. Dans un deuxième temps, on va avoir la partie personnalisation, où là, encore une fois, le but est vraiment de prioriser la donnée 0 et première partie. Encore une fois, des études sur le sujet, sur le marché, prouvent que quasiment la moitié des équipes marketing actuellement utilisent encore beaucoup trop de données tierces dans la gestion de leur campagne et dans la mise en place de leur campagne. Dans l'objectif de personnaliser vos campagnes via 0 et données première partie, ça va vraiment être, le but va vraiment être de se baser sur des données comportementales plutôt que, par exemple, sur des données sociodémographiques. Donc, on va plutôt privilégier, par exemple, la navigation web ou la navigation dans les applications, les historiques d'achat, les interactions en magasin
et potentiellement, selon les juridictions de vos marchés et les consentements de vos clients, aussi sur la localisation. Enfin, en termes de personnalisation, au-delà de ce que vous allez mettre dans votre message, le but va aussi d'être d'adapter le message au canal utilisé. Donc, par exemple, je ne vais pas communiquer de la même façon sur le courriel ou l'email que sur le SMS ou que sur du push web ou que sur du push app. Dans un troisième temps, on va avoir le principe de savoir quoi envoyer. Donc, on peut se baser sur un premier point qui est la détermination des canaux d'achat. Par exemple, si j'ai un client qui vient principalement acheter sur mon site internet ou via du trafic web, je vais plutôt privilégier par exemple le push web ou le courriel, alors que si le client se rend en magasin pour des promotions, je vais plutôt baser ma communication par exemple sur le SMS, sur le RCS ou sur d'autres canaux, afin que je fasse corréler concrètement la communication avec son lieu d'achat. Et enfin, le dernier point, quand envoyer, comprendre les habitudes de son contact, de son client. Le timing est en fait un des leviers les plus puissants aussi de l'activation et de la réactivation. Donc, on va vouloir ici adapter l'envoi selon les préférences individuelles. Est-ce que, par exemple, Sam préfère recevoir le matin? Est-ce que je préfère recevoir le soir? Est-ce que c'est plutôt en fin de semaine pour Sam ou est-ce que c'est plutôt la semaine pour moi? Le but va vraiment être d'avoir ces informations-là et de les exploiter lors de déclenchement de mes campagnes. On peut passer sur la partie des bénéfices. Au niveau des bénéfices, donc on va avoir, comme je vous le disais, des bénéfices pour les équipes marketing, mais aussi pour les clients. Au niveau des bénéfices pour les équipes marketing, on va tout simplement gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'on va rationaliser le nombre d'actions. Plutôt que de réaliser 5 campagnes distinctes, on va en réaliser qu'une avec différents supports de communication, bien évidemment. Mais on va vraiment rationaliser ce nombre d'actions-là dans l'outil que vous exploitez. Les campagnes vont être mieux ciblées, mieux coordonnées. On va réduire aussi le nombre de tâches répétitives et inefficaces parce qu'on n'aura pas besoin, par exemple, de réaliser 5 segmentations pour 5 campagnes distinctes. On va réaliser une segmentation pour une campagne. Et puis ensuite, le principe de campagne omnicanal va faire le reste en fonction de l'appétence du contact ou du profil du contact. Deuxième point, on va aussi avoir un point qui est extrêmement important pour les équipes marketing et aussi pour les équipes de direction dans les entreprises. Ça va être d'exploiter au maximum la stack marketing à son plein potentiel. Une petite étude aussi sur le sujet. D'après les récentes études sur le marché, plus de 60% des marketeurs n'utilisent que 50 à 75% des fonctionnalités qui sont disponibles dans leur outil. Donc, ces outils-là sont sous-exploités, pas à leur plein potentiel. Vous dépensez du budget pour des choses que vous n'utilisez pas. Et donc là est le gros point noir aussi que va régler le principe de campagne omnicanal. Et enfin, troisième point, le but va aussi être bien évidemment de doper vos performances, les performances de vos campagnes. Donc, comme je le disais avant, que ce soit au niveau business, par plus d'interactions, de meilleures interactions, si je peux dire ça comme ça, avec vos clients. Avoir le principe de communiquer auprès du client au moment où il est appétent à acheter, plutôt que de lui envoyer des données et des campagnes toute la semaine. Et enfin, bien évidemment, là est le gros point aussi, c'est que d'un point de vue mise en place stratégique de campagne omnicanal, encore peu d'entreprises sur votre marché utilisent ce type de campagne et donc ça va être un avantage concurrentiel pour vous. Vous allez avoir potentiellement une plus grande activité sur votre marché parce que vous allez mieux connaître vos clients, mieux connaître leurs habitudes, mieux connaître leurs usages et donc vous allez pouvoir être plus flexible aussi au niveau des mises en place de votre côté. On peut passer à la partie client aussi. D'un point de vue client, concrètement, on va avoir une expérience client qui est simplifiée et boostée. Le client va se sentir mieux compris et valorisé parce qu'il peut passer d'un canal à un autre facilement. L'outil le comprend pour lui, ou en tout cas vos campagnes le comprennent pour lui. Donc, il n'aura pas besoin, par exemple, s'il ne veut plus recevoir d'email, de se désabonner de vos emails parce que, entre-temps, l'outil aura compris qu'il préfère recevoir, par exemple, des communications par SMS.
On va avoir aussi une centralisation et une exploitation de la donnée qui va être beaucoup plus simple de ce côté-là. Donc, toutes les données vont être regroupées dans un même outil. On va avoir des données qui sont accessibles par toutes les équipes au sein d'un même endroit. J'ai une anecdote là-dessus parce que c'est un de nos clients qui agit de la sorte. Il a décidé en fait de centraliser par exemple ses communications marketing et ses communications transactionnelles, donc tout ce qui touche vraiment l'achat, le réachat et tout ce qui découle de la transaction. Ce que ça permet là-dedans en fait, c'est que son service client accède à notre plateforme et va pouvoir voir tout simplement tout le cycle de vie du client, des campagnes marketing reçues jusqu'aux campagnes transactionnelles reçues, et pouvoir potentiellement répondre plus efficacement, rebondir commercialement aux besoins. Donc, il y a vraiment une vue unifiée au sein d'un même outil, une meilleure coordination interne et une relation client qui est enrichie, tout simplement parce que le service client va pouvoir répondre à ces questions, va pouvoir avoir une meilleure connaissance de son profil par rapport à tout ce qu'il a reçu et toutes ses interactions avec votre marque. Dans un troisième point, on va avoir un meilleur contrôle sur la relation avec la marque côté client. J'ai volontairement mis le mot choisir entre guillemets. Le client choisit comment et quand il veut être sollicité parce qu'en fait, de ce côté-là, plutôt que d'être sursollicité par les communications, il va être sollicité au bon moment et par le bon canal. Donc concrètement, il y a un petit twist au niveau du passage sur les campagnes omnicanal parce que on a presque cette impression que le pouvoir est donné au client sur la façon dont il veut être sollicité par votre marque. Comme vous l'aurez compris, au niveau des défis principaux que l'on va avoir concernant la mise en place de campagnes omnicanal, le premier défi va être de passer d'une architecture de données fragmentée à une structure unifiée. Actuellement, et c'est ce qu'on peut voir aussi au quotidien avec les équipes qu'on peut accompagner, c'est que généralement les données sont dispersées dans plusieurs outils. Donc on va avoir un outil d'envoi de communication, on peut avoir une CDP à côté, on peut avoir un CRM Pure Sales d'un autre côté. On va avoir des outils de big data dans le cloud qui vont centraliser la donnée ou avoir qu'une partie de la donnée. Et donc, le grand défi là-dedans va être d'unifier cette data afin qu'elle se retrouve au même endroit et afin, évidemment, de l'exploiter de la manière la plus efficace. La contrepartie là-dedans, c'est que généralement, la mise en place d'une stratégie d'unification de la donnée implique une forte dépendance aux équipes techniques. Donc, voilà, c'est généralement le point de douleur principal que l'on peut rencontrer lorsque des clients passent sur un principe d'unification de la donnée. Dans un deuxième temps, le but va aussi être de définir une stratégie omnicanal claire. Concrètement, au-delà de ce que vous envoyez, vous, par le biais de votre outil, on va avoir la volonté d'intégrer une logique de parcours client. Donc, choisir les canaux les plus pertinents, gérer la pression marketing intelligemment, comme on en parlait juste avant, donc selon le cycle de vie, selon les préférences du client. Et le point aussi qui va être au début assez énergivore pour les équipes, ça va être de mettre en place une démarche de test and learn. Concrètement, vous allez utiliser plus de canaux, donc vous allez avoir plus de canaux de diffusion à tester. Donc, il faut de manière permanente analyser, tester et optimiser le contenu afin d'être au plus proche de son marché. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment atténuer les silos organisationnels. Vous le savez certainement mieux que moi. Dans le cadre d'une compagnie, on va généralement avoir une équipe dédiée au marketing ou au CRM, une équipe dédiée à l'acquisition, une autre équipe dédiée à la rétention. Le problème avec ça, c'est que ces équipes-là ont des objectifs et des KPI différents, des outils qui sont potentiellement non partagés, un manque de coordination. Et donc, le risque, c'est généralement que les messages soient incohérents, que les prises de parole soient contradictoires ou corrélées sans que une équipe et l'autre le sachent. Le but avec le principe d'atténuer ces silos-là, c'est vraiment d'aligner les équipes pour une communication cohérente et efficace. Donc, tout centraliser encore une fois au niveau de la stratégie
et que potentiellement tout le monde puisse se retrouver dans le même outil et communiquer ensemble auprès du client. Enfin, pour mettre en cas concret rapide le principe de cette orchestration-là, de cette orchestration omnicanal, on a pris le temps, voilà, de faire un point sur, par exemple, deux typologies de clients que vous pouvez avoir au quotidien dans vos sociétés. On va avoir Jean-Marc qui est plutôt un profil ambassadeur, donc très engagé avec votre marque sur les réseaux sociaux, par exemple. Il achète généralement le samedi matin en magasin. Et au contraire, on va avoir Julie qui est fraîchement insatisfaite, étant donné qu'elle a répondu de manière plutôt négative à un NPS. Et elle, on sait qu'elle achète le mardi soir sur le web. On va pouvoir adapter concrètement la pression commerciale et le parcours orchestré pour le client A, Jean-Marc, et pour le client B, Julie, tout simplement parce que on a récupéré ces informations-là. Donc Jean-Marc, on va lui proposer plus de communication parce qu'il est appétent à plusieurs canaux donc on va lui communiquer via l'email le mardi, le push jeudi. On va pouvoir mixer avec du SMS et de l'email le samedi. Et ensuite, dimanche, lui renvoyer un push. Comme vous le voyez aussi, ces communications-là, elles ont des vocations différentes. Dans un premier temps, on va lui rappeler, on va lui envoyer la promotion et on va lui rappeler la promotion, alors qu'ensuite, on va plutôt mettre en avant son statut VIP, donc son statut privilégié, afin que Jean-Marc se sente considéré par la marque, étant donné que c'est un de vos meilleurs clients. Ensuite, du côté de Julie, on va encore une fois adapter cette pression commerciale-là et le parcours orchestré en fonction de sa typologie. Comme on le disait juste avant, elle est plutôt insatisfaite. Elle est potentiellement en risque de churn étant donné qu'elle a donné un avis négatif sur le précédent NPS que vous lui avez envoyé, par exemple, suite à son dernier achat. Donc, on va plutôt éviter de communiquer de manière assez intense avec ce client-là. On va lui envoyer une communication promotionnelle assez agressive dans un premier temps. Et puis ensuite, une fois que on lui a envoyé cette communication-là, on va potentiellement lui proposer d'être appelé par le service clientèle. Oui, et là, c'est moi qui prend qui prend le relais sur la présentation. Donc, merci beaucoup, JB. J'aimerais un peu orienter la discussion maintenant sur des outils vraiment là, qui sont offerts dans la plateforme Dialogue Insight pour justement permettre de mieux orchestrer ces campagnes de façon optimale afin vraiment d'aller atteindre les objectifs marketing. Donc, vraiment, quand on se penche sur le défi, il y en a plusieurs. Un d'entre eux est vraiment l'orchestration, mais sans la sursollicitation. On a des statistiques, je pense, Jean-Baptiste en a parlé un petit peu en début de rencontre. Il y a chaque personne aujourd'hui avec toute la technologie moderne et la multiplication des canaux de marketing reçoivent des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines de messages par jour. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, dans le fond, créer plus de campagnes avec plus de canaux, mais sans nécessairement sursolliciter les contacts? Donc, les questions qu'on se pose ici, c'est bien évidemment comment envoyer au bon moment, comment choisir le bon canal pour chaque contact, comment plafonner le volume reçu par chaque contact sur une période donnée. Et l'autre aspect aussi qu'on peut aussi vouloir venir répondre, c'est comment contrôler la fréquence globale tout en priorisant les communications importantes. C'est un aspect aussi qu'on voit de plus en plus, c'est pas toutes les campagnes sont créées égales, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Donc, comment on fait pour jauger et jongler cette pression-là avec l'importance d'une campagne? Donc, dans Dialogue Insight, on a 4 leviers que je vais vous présenter qui viennent chacun répondre à ces questions. Donc, comme j'ai dit, 4 outils, 4 leviers. Donc, je vais faire une petite présentation à haut niveau dans cette slide, puis après ça, je
je vais aller creuser plus chacun des outils dans les prochaines diapositives. Donc, STO, qui est le Send Time Optimization, l'heure optimisée d'envoi, répond à la question quand envoyer le message. Ça a une portée ici par contact et par message. Le canal intelligent va venir répondre à la question quel est le meilleur canal pour joindre ce contact. Et ici, c'est par contact et c'est dans les automatisations. La pression commerciale, ben, combien de communications un contact peut-il recevoir sur une période donnée? Ici, on va vraiment avoir une portée par contact, mais en continu. Et l'orchestrateur, finalement, ben, vient répondre à la question comment est-ce que je fais pour maîtriser la pression marketing tout en priorisant efficacement ses communications. Le dernier point que je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, ici, bon, on a une portée sur une semaine complète par contact et sur toute campagne, tout canal confondu. Donc, chacun de ces outils-là vient travailler une dimension différente de la pression marketing, dans le fond, pour assurer la meilleure orchestration possible. Donc, si on commence par STO, l'heure optimisée d'envoi ici, qu'est-ce que STO fait? C'est, dans le fond, ça vient envoyer chaque message à l'heure où chaque contact est le plus susceptible d'engager. Donc, on peut imaginer que deux personnes, deux contacts vont avoir des habitudes de vie totalement différentes. Il y en a peut-être qui sont plus matinaux, qui aiment se lire leur courriel ou consulter leur communication le matin avec un café en déjeunant, ou il y en a peut-être plutôt, c'est en après-midi, en soirée, après le travail. Donc, il y a vraiment, chaque personne est unique, chaque personne a des habitudes différentes. Et donc, STO vient répondre à ce besoin de s'assurer de vraiment communiquer au bon moment pour chaque contact individuellement. Donc, ce que ça apporte aux marketeurs, aux clients de Dialogue Insight, c'est une hausse des taux d'ouverture et de clics ben, sans rien avoir besoin de changer au contenu. Donc, ça, c'est l'élément quand même important. Il y a une pertinence accrue pour le contact qui reçoit quand il est disponible et bien plus susceptible d'ouvrir. Et on va aussi permettre là, une visualisation de la distribution des heures optimales avant l'envoi pour anticiper la courbe de livraison. Donc, ça, c'est un petit peu à haut niveau STO. Et comment ça fonctionne concrètement, STO? Ben, on vient analyser les interactions passées pour chaque contact, donc les ouvertures et les clics sur les 3 dernières années. Et les clics et les ouvertures ont des poids différents, donc le calcul vient prendre en considération cette différence de poids-là. Et on vient retenir l'heure où le contact engage plus souvent et seules les ouvertures humaines sont comptées. On sait qu'il y a de plus en plus... Les ouvertures sont de moins en moins fiables parce qu'il y a, par exemple, des mailers, des boîtes de réception, dans le fond, qui ont implémenté certains outils pour retirer la donnée d'ouverture. Et donc, si les ouvertures sont faussées, en fait, sont faites par des robots. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient détecter ces ouvertures-là qui sont soupçonnées ne pas être faites par un humain. Et on vient les retirer du calcul pour assurer, dans le fond, que seulement les vraies interactions humaines faites par chaque contact sont comptées dans le calcul de l'heure optimale d'envoi. Et donc, ce que ça donne, par exemple, c'est que si on a un contact qui va cliquer 3 fois à 8 heures, 4 fois à midi et 5 fois à 16 heures, ben, son heure optimale d'envoi va être de 16 heures. Et l'important à noter ici aussi, c'est que, évidemment, chaque personne va évoluer, va changer, ses habitudes peuvent changer aussi. Donc, le calcul se fait quotidiennement, en continu, afin de s'assurer que si cette personne, par exemple, qui aujourd'hui a eu un STO qui a été identifié comme étant de 16 heures, mais que dans 3 mois, la majorité des communications avec lesquelles elle engage sont plutôt vers 20 heures, ben, son nouveau STO va être à 20 heures pour assurer encore une fois qu'on a une hausse d'engagement sur nos communications et une hausse de pertinence aussi pour le contact qui va consulter ses communications à ce moment-là. Et on l'a constaté aussi d'ailleurs chez certains de nos clients qu'en moyenne, STO fait augmenter les taux d'engagement sur les communications de nos clients.
Une notion importante aussi, c'est que bien évidemment, ce que je viens d'expliquer, ça implique qu'un client, ou qu'un contact plutôt, ait un historique d'engagement. Pour les nouveaux contacts qui viennent d'arriver ou pour nos nouveaux clients, ben, on n'a pas on n'a pas cet historique sur chaque contact qui est retenu dans la plateforme. Donc, on a un fallback hiérarchique qui a été mis en place. Donc, on a une heure moyenne. Premièrement, on va regarder l'heure moyenne optimale des autres contacts du projet. Ensuite, on va avoir une heure prédéfinie par industrie si le projet manque de données. Donc, ce que ça fait, c'est que même les nouveaux contacts vont recevoir un moment qui est probablement raisonnable et susceptible d'aller vraiment faire augmenter l'engagement et le taux d'ouverture. Donc, et après ça, au fur et à mesure que les contacts engagent, ben, le STO, la logique est retenu et donc calculé. Le deuxième outil d'orchestration qui est un peu similaire à STO, c'est le canal intelligent. Le canal intelligent, c'est comment est-ce qu'on fait pour envoyer sur le bon canal pour chaque contact. Donc, comme le STO, on parle vraiment de moment d'envoi. Le canal, on parle ben, en fait, exactement de quel canal on doit utiliser pour chaque contact. Donc, on peut imaginer que chaque contact a une heure. On sait que chaque contact va avoir des moments qui lui sont plus favorables pour ouvrir leur communication, pour consulter des courriels ou des SMS. Bien, chaque contact va aussi avoir un canal qu'il favorise par rapport à un autre. Il y en a, par exemple, qui peuvent préférer des SMS, tandis qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir potentiellement préférer des courriels ou des push. Donc, ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on a aussi développé un outil qui vient détecter le canal préféré, le canal favori de chaque contact pour vraiment donner une hausse du taux d'engagement. Donc, ce que ça apporte ici, c'est qu'on a une meilleure performance par contact sans devoir dupliquer des envois multicanaux ou un peu être un peu opéré sans nécessairement l'entièreté de l'information. On a une réduction du bruit, donc le contact ne reçoit que sur le canal où il engage le plus. Et dans une seule et même campagne automatisée, on peut gérer plusieurs canaux sans segmentation manuelle ou sans devoir dupliquer des envois. Donc, on vient vraiment d'un point de vue contact. Encore une fois, on vient hausser la pertinence parce qu'on va vraiment venir le rejoindre sur le canal qu'il préfère. Et d'un point de vue utilisateur, ben, on vient aussi simplifier l'orchestration de ces campagnes-là en utilisant une seule et même node vraiment de campagne automatisée pour aller créer sa campagne. Donc, encore une fois, comment ça fonctionne ici, c'est qu'on vient analyser les interactions qui sont ici les clics du contact sur chaque canal activé dans un projet. Donc, courriel, que ce soit courriel, SMS, web push, mobile push et bientôt RCS. On vient identifier le canal qui génère le plus d'engagement pour chaque contact. Et ici aussi, bien, il y a un recalcul à toutes les 24 heures parce qu'évidemment, les habitudes peuvent changer, les préférences aussi vont évoluer. Donc, on vient tout le temps s'assurer que cette donnée est à jour pour chaque contact. Ici, c'est important aussi à savoir qu'un contact doit avoir cliqué dans au moins 3 communications d'un même canal pour qu'il soit retenu. En ce qui concerne la configuration, bien évidemment, en fait, il y a 2 niveaux de configuration ici, si on veut. Là. La première, c'est la configuration globale au niveau du projet. Donc, la, la- on a chez Dialogue Insight, on a des types de communication, mais on peut imaginer ça comme étant des typologies de campagne, si on veut. Donc, que ce soit des newsletters ou des messages plutôt de nature administrative ou des rappels. Chaque type de campagne n'a pas nécessairement le même impact, si on veut, sur le canal intelligent. Donc, par exemple, si on sait que pertinemment que les campagnes de nature administrative vont avoir un taux d'ouverture et d'engagement beaucoup plus élevé qu'une campagne promotionnelle,
et qu'on croit que ça peut venir un peu fausser les résultats de notre, en fait, du calcul de canal intelligent, on peut venir les exclure pour s'assurer vraiment qu'on tient compte uniquement des campagnes, des types de campagnes qui sont les plus pertinentes pour nous afin de calculer afin de déterminer, pardon, le canal intelligent. On a aussi un ordre de priorité qu'on peut établir en cas d'égalité. Si deux canaux, par exemple, ont le même score d'engagement, lequel favoriserait-on dans notre projet ou dans notre entreprise? Ça peut être déterminé aussi au niveau global de la configuration du canal intelligent. Maintenant, pour la configuration au niveau de la campagne automatisée, donc on va venir vraiment juste ajouter la note de canal intelligent dans la séquence et sélectionner les taux à inclure et choisir le canal de remplacement ou non. Donc, par exemple, si vous faites des envois sur tous les canaux, vous avez tous les canaux d'activer, dépendamment de la campagne, vous allez choisir un, deux ou trois canaux. Vous allez avoir le choix de décider si pour une campagne X, ben, moi, je pense qu'elle est plus pertinente à apparaître sur email et SMS, mais je ne veux pas inclure Webpush et Webpush. Vous pouvez facilement le faire aussi. Donc, et ensuite choisir un canal de remplacement pour ceux qui ne tombent pas dans ces deux premières catégories-là. Et une autre chose que vous pouvez peut-être voir si, je ne sais pas si l'image est assez grande, mais dans le canal intelligent, on peut aussi inclure STO. Donc là, on vient vraiment combiner deux outils ultra puissants qui font en sorte qu'automatiquement, on va venir envoyer une campagne sur le bon canal à la bonne heure pour la personne et vraiment venir là, impacter les taux d'engagement positivement de nos contacts. La troisième catégorie, j'ai regroupé deux outils ensemble, mais ici, on parle vraiment ici de de maîtriser la pression marketing. La pression marketing, c'est combien de messages. On a parlé du bon moment, on a parlé du bon canal, et maintenant, si on parle du volume d'envoi que chaque personne reçoit, comment est-ce qu'on fait pour intelligemment venir le gérer? Mais nous, chez Dialogue Insight, on a deux outils qui vont permettre de faire ça. Donc, on a premièrement l'orchestrateur et on a aussi l'outil de pression commerciale. Petite note ici, là, les deux peuvent pas être actifs en même temps, donc c'est un ou l'autre, mais les deux vont répondre à des besoins similaires avec une petite nuance. Donc, l'orchestrateur, ce qu'il fait, c'est qu'il coordonne les envois sur la semaine en s'appuyant sur deux mécaniques importantes qui sont les règles de fréquence, donc combien de communications mes contacts peuvent recevoir sur une semaine donnée, et les niveaux d'importance de campagne. La pression commerciale, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient juste, dans le fond, s'appuyer sur la première des deux mécaniques que je viens de décrire, c'est qu'elle plafonne en continu le nombre de communications reçues par chaque contact sans tenir compte de la priorité des campagnes. Donc, premier arrivé, premier servi, mais jusqu'à une certaine limite, dépendamment de comment on la configure. Donc, l'orchestrateur ici. L'orchestrateur, c'est un outil qu'on vient tout juste de lancer. Et dans le fond, comme j'ai dit, ça se base sur deux mécaniques. Premièrement, on a les règles de fréquence. Donc, les règles de fréquence ici servent à limiter le nombre de communications par canal qu'un contact peut recevoir par jour et ou par semaine. Ici, c'est assignable à des groupes, des personas ou tous les contacts. Donc, pour vous donner un exemple, vous pourriez décider, par exemple, que vos contacts devraient recevoir en moyenne où leur pression marketing que vous croyez, dans le fond, être la bonne est de 3 courriels par jour, maximum 5 par semaine. Ça peut être une règle que vous établissez. Et pour un canal, ben, ça peut être, pour le canal SMS, ça pourrait être, par exemple, qu'on sent là, que nos contacts sont un petit peu plus frileux par rapport aux SMS qu'au courriel. Donc, on va en permettre une limite de 2 par jour et 4 par semaine. Ça peut être tout à fait une règle que vous établissez et l'orchestrateur va prendre ça en compte. Ce qui devient vraiment puissant avec l'orchestrateur, c'est qu'on peut assigner différents segments de personnes à différentes règles. Donc, prenons l'exemple d'un groupe d'acheteurs fréquents d'acheteurs, par exemple, qui ont fait 3 achats dans les derniers 6 mois.
versus un groupe d'acheteurs, en fait, un groupe qui n'a pas acheté qui n'a pas fait d'achat dans les 12 derniers mois. On pourrait imaginer que les acheteurs récents ont une grande affinité avec notre marque, ont un grand intérêt envers nos produits et donc, on peut se permettre d'aller établir une règle un petit peu plus. En fait, on peut se permettre d'aller communiquer avec eux un petit peu plus fréquemment que ceux qui n'ont pas fait d'achat dans les 12 derniers mois. Donc, on pourrait très bien aller établir des règles différentes pour chacun de ces segments-là. Et c'est ce qui fait en sorte que, dans le fond, la règle de fréquence va être puissante parce qu'elle nous permet d'aller, pour les bons segments, déterminer le nombre, le volume et, dans le fond, déterminer la pression marketing maximale qu'on peut leur attribuer. Le deuxième volet, ce qui est un volet aussi crucial que le premier, c'est les niveaux d'importance. Donc, l'orchestrateur ne se base pas sur les X derniers jours, mais il va se baser sur une semaine au complet. Donc, on va planifier une, une semaine de campagne au complet en amont, mais on va venir déterminer les niveaux d'importance de chaque campagne parce que chaque campagne n'a pas forcément la même importance aux yeux, à vos yeux ou aux yeux du client. Donc, si on veut vraiment s'assurer que seulement les campagnes les plus pertinentes soient envoyées à nos contacts tout en respectant les règles de fréquence qui ont été établies au premier point, bien, c'est là qu'on vient utiliser l'orchestrateur. Je vais vous donner un exemple plus concret pour vous permettre de comprendre les niveaux d'importance. Et je pense que ça va vous aider. Donc, il existe 3 niveaux d'importance. On a les campagnes prioritaires. Donc, les campagnes prioritaires sont toujours envoyées sans impact sur les règles de fréquence. On a les campagnes élevées qui sont toujours envoyées, mais décomptées dans les règles de fréquence. Et on a les campagnes normales qui sont décomptées dans les règles de fréquence, mais peuvent être bloquées. Si, admettons, on avait une règle qui était de maximum 5 courriels par jour, lundi, un contact et qu'un contact est ciblé par une prioritaire, 3 élevées, 3 normales. Et c'est là qu'on vient utiliser l'orchestrateur parce que l'orchestrateur vient, dans le fond, déterminer que la campagne prioritaire qui est non décomptée, bien, elle sera envoyée. Les 3 campagnes élevées qui sont, évidemment, comme j'ai dit plus haut, sont toujours envoyées, donc elles vont être envoyées au contact, mais elles seront décomptées. Le compteur monte à 3 sur 5. Et là, on a 3 normales, mais il nous reste seulement la capacité de 2. Donc, c'est là qu'on vient déterminer que 2 des 3 normales seulement vont être envoyées. Donc, le seuil de 5 est atteint. Et comment on fait pour déterminer quel des 2 sur les 3 normales est envoyé? Bien là, c'est là que vous pouvez aller créer dans le fond, la hiérarchie des campagnes de priorité normales. Et finalement, on a la pression commerciale. La pression commerciale, on peut imaginer ça comme l'orchestrateur un peu light. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment déterminer un plafond automatique par contact. Donc, chaque type de communication, comme j'ai dit plus tôt, le type de communication, c'est une notion qu'on a chez Dialogue Insight qui est dans le fond, donc, chaque type de communication va être attribué. Une campagne est attribuée à un type de communication, mais chaque type de com va avoir un poids. Donc, 0, ça veut dire que il est illimité, il va être envoyé peu importe parce que son poids est de 0, donc il n'est pas décompté finalement dans la capacité maximale. Et à partir de 1, c'est décompté. Et on vient définir une capacité aussi qui vient dans le fond définir le nombre maximum de points permis sur une période de 1, 2 et ou 7 jours. Et ensuite, les contacts sont assignés à une capacité. Et ici aussi, on peut aller créer des segments. Donc, on peut dire qu'un segment X va avoir une capacité de 10 sur un jour, 15 sur 2 jours, 20 sur 7 jours. Et Y va avoir une capacité qui diffère de celle-là. Donc, on peut vraiment venir définir la capacité sur chaque segment ou chaque persona. Mais la différence et la grande nuance ici entre la pression commerciale et l'orchestrateur, c'est que dès qu'un contact atteint sa capacité, les envois concernés vont être exclus jusqu'à la fin de la période. Donc voilà, donc les 4 outils, 4 outils majeurs là, qui font en sorte qu'on puisse améliorer l'orchestration. Donc, au niveau du contact, on a la pression commerciale
qui décide, dans le fond, combien de communications maximum par contact sur une période. Au niveau de la semaine, on a l'orchestrateur qui décide quelle campagne parte, à qui et dans quel ordre. Au niveau de la campagne, on a le canal intelligent qui définit sur quel canal joindre chaque contact. Et finalement, au niveau du message, on a le STO, l'heure optimisée d'envoi, qui décide à quelle heure livrer par contact. Donc, à retenir pour les outils, STO optimise le moment d'envoi par contact. Canal intelligent choisit le meilleur canal par contact dans vos automatisations. Pression commerciale plafonne en continu le volume reçu pour chaque contact et l'orchestrateur vient structurer la semaine pour équilibrer volume et priorité. Donc, chaque outil règle une dimension différente de la pression marketing et certains d'entre eux, de ces outils-là, peuvent être combinés pour finalement s'assurer une orchestration idéale qui est que chaque contact reçoive les bons messages sur les bons canaux au bon moment. Donc, c'est tout pour le webinaire. On peut prendre quelques questions si vous en avez pour ceux qui sont toujours là. Et je sais dans le fond que j'essaie de voir s'il y a des questions qui ont été. Oh, il y a quand même beaucoup de questions dans le chat. Je peux peut-être essayer de les prendre. Jean-Baptiste, je ne sais pas si il y en a une avec laquelle tu veux commencer. On peut commencer par la question de Jean-Pierre Jaramillo, si tu veux. Ah, Est-ce que les taux d'ouverture affichés dans le volet analytique de la plateforme ne tiennent également compte que des ouvertures humaines? Je peux y répondre. Oui, c'est ouais, possible. vas-y. En fait, dans les rapports statistiques des campagnes, vous avez capacité à afficher ou cacher ces ouvertures-là, en fait, automatisées par robot. Donc, soit vous affichez le rapport statistique avec les ouvertures, toutes les ouvertures, qu'elles soient considérées comme ouvertures par bot ou des ouvertures humaines, ou vous avez le choix aussi de cocher cette option-là. Donc, c'est de souvenir en haut à droite de la page et donc de masquer ces ouvertures-là. Un point important là-dedans, c'est que donc ça répond principalement au principe d'Apple Privacy qui ouvre par défaut les communications dans les téléphones, les télécharge et donc ces communications-là sont ouvertes. Si le client revient le lendemain, par exemple, réouvrir la communication par lui-même, nous, les données sont mises à jour dans les rapports statistiques. Donc, ça veut dire que la première ouverture est considérée comme une ouverture par bot. Et puis, dans un deuxième temps, s'il vient ouvrir, on va repasser, entre guillemets, la nature de l'ouverture d'une ouverture par bot à une ouverture humaine. Je peux continuer si tu veux, je pose les questions. En fait, moi, je pourrais peut-être répondre. Il y a Sébastien qui a mis quelques questions ici dans la section Q&A. Je vais pouvoir peut-être répondre du moins aux deux premières, puis après ça, je ne sais pas si tu peux prendre les deux autres, Jean-Baptiste, mais allons-y une par une. Donc, Sébastien demande, est-ce que la priorisation de l'orchestrateur est attribuable aux campagnes automatisées et non automatisées? Donc, actuellement, l'orchestrateur est compatible uniquement avec les campagnes non automatisées, donc les campagnes classiques. Mais on regarde pour pouvoir le rendre compatible aussi avec les campagnes automatisées. Ensuite, peut-on mettre en place une règle de fréquence par type de communication dans l'orchestrateur? Est-ce que je peux aussi contourner l'orchestrateur pour un envoi important que je ne veux pas faire orchestrer? Les règles de fréquence pour répondre à la première partie de la question, les règles de fréquence sont des règles qui sont à la maille contact, donc qui sont attribuables au niveau du contact. Et donc, c'est vraiment à des personas, à tous les contacts ou à des segments, donc des groupes d'utilisateurs qu'on va pouvoir attribuer des règles de fréquence et non au type de communication. Par contre, les types de communication, on peut attribuer des niveaux d'importance à ces types de communication-là. Donc, si par exemple, on sait que j'ai un type de communication qui s'appelle newsletter et que toutes mes newsletters vont avoir un niveau d'importance
moyenne, par exemple, ou élevée, ben, on peut l'attribuer dans la configuration de l'orchestrateur et ça va automatiquement être pris en compte. La deuxième partie de la question, est-ce que je peux contourner l'orchestrateur pour un envoi important que je ne veux pas faire orchestrer? Oui, absolument. Donc, la pression, le niveau de pression est prioritaire. Dans le fond, on va faire en sorte que la campagne va toujours être envoyée. Peu importe, elle va cibler l'entièreté des contacts qu'elle était censée cibler et elle ne sera pas comptée dans le calcul de l'orchestration. En fait, de le calcul, pardon, de la fréquence par contact. Juste au niveau du premier point, Sam, on peut quand même réattribuer manuellement les règles de fréquence au niveau d'un envoi en lui-même. Donc, si par exemple vous avez un type de communication qui a une règle de fréquence prioritaire, au moment de l'orchestration, vous êtes capable, parmi vos 5 campagnes par exemple, qui font partie du même type de communication, de venir réattribuer manuellement au besoin si cette campagne-là fait partie de ce type de communication-là, mais qu'elle ne doit pas être prioritaire. Donc, on a Hmm. quand même cette possibilité-là. Évidemment, la version automatisée attribue une règle de fréquence à un type de com, et on a toujours capacité à venir le moduler d'un point de vue humain, on va dire. Alors, troisième question. Pour le STO, puis-je aussi donner des balises pour le moment d'envoi du message maximal, par exemple pour un panier abandonné ou un courriel time sensitive, que je veux qu'il soit reçu avant un certain moment? Oui, c'est possible. Alors, c'est décorrélé du STO. On a déjà cette capacité-là, cette option-là dans la plateforme. À la préparation d'un envoi, vous avez les options d'envoi instantané, d'envoi par STO ou de planification, donc envoyer plus tard dans la semaine ou dans le mois. À ce moment-là, vous avez un petit bouton d'option supplémentaire. Et dans cet outil d'option supplémentaire, vous avez capacité à définir une date limite de livraison. Concrètement, vous envoyez aujourd'hui le 30 avril. Vous souhaitez, si jamais votre message n'a pas été entièrement envoyé le 3 mai, vous pouvez dire que concrètement, vous pouvez dire à la plateforme, je souhaite arrêter les envois si tous mes envois ne se sont pas rendus dans les mailers le 3 mai. Donc c'est tout à fait possible, mais ça reste décorrélé du STO et vous avez pleinement capacité de le faire sur le STO. Point important, c'est une date limite de jour. Dans le cadre du STO, ce qu'on fait concrètement, c'est que les envois commencent à minuit et finissent à 23h59. Donc, c'est tout au long de la journée que c'est étalé. Donc, logiquement, si vous utilisez le STO, c'est un peu contre-intuitif de se dire que je vais venir mettre une heure, entre guillemets, limite de livraison dans la même journée, parce que fonctionnellement, il y a une incohérence entre guillemets entre les deux, entre la volonté d'avoir la meilleure heure de déclenchement et en même temps entre la volonté de vouloir expirer, si je peux dire ça comme ça, la campagne. Et dernière question, comment je peux combiner le STO avec un étalement d'envoi pour ne pas surcharger le service à la clientèle dans le cas des envois volumineux? Alors, comme je le disais, le STO, en fait, c'est une programmation à la journée. Donc, vous choisissez une journée. Et basé sur les calculs que vous a présenté Sam, derrière, votre envoi, en fait, va être dilué sur toute la journée. Donc, par exemple, j'ai un envoi de 100 000, j'ai une campagne qui cible 100 000 contacts le 30 avril. La campagne va se déclencher le 30 avril à minuit et va se dérouler jusqu'au 30 avril à 23h59. Nous, ce qu'on fait, c'est que chaque heure, on va venir déclencher sur le créneau horaire, en fait, toutes les personnes qui ont cette heure optimisée-là d'envoi. Donc, il n'y a pas réellement d'interaction humaine avec l'étalement d'un envoi dans le STO parce que c'est fait nativement dans le STO. C'est lui qui choisit, basé sur les règles établies, à quelle heure je vais envoyer le message. Et donc, on ne peut pas dire au STO, par exemple, même si c'est 18 heures, je souhaite envoyer la communication à 22 heures pour pas surcharger le service à la clientèle. Je crois que ça fait le tour. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. On a encore 5 minutes devant nous. Ouais, c'est ça, 5 minutes.
Ok, je viens de voir les commentaires. On a un commentaire sur la première question, Sam, par rapport au fait de pouvoir intégrer les campagnes automatisées à l'orchestrateur. Est-ce que c'est dans un futur loin ou pas du tout? Toujours une question difficile à répondre, mais en fait, j'ai pas de réponse à court terme. J'ai pas de réponse actuellement pour cette question-là. C'est sûr que tout ce que je peux dire, c'est qu'on se penche actuellement sur la question. On sait que c'est demandé par certains clients et c'est quelque chose qu'on va regarder idéalement pour prioriser prochainement, mais c'est difficile pour moi à dire si ce sera euh, dans l'année ou l'année prochaine, mais concrètement, on sait que c'est un problème qu'on veut adresser le plus rapidement possible. Donc, qu'on va adresser rapidement. Et moi, pour répondre aussi à votre commentaire, Sébastien, le STO est toujours établi sur la même journée dans sa version actuelle. Est-ce que c'est un sujet pour demain? Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, oui, actuellement, c'est une planification à la journée. Donc, c'est vraiment à la journée même. On n'a pas de STO dilué entre guillemets sur plusieurs jours où vous pourriez, par exemple, choisir le nombre de jours sur lequel vous souhaiteriez procéder au STO. Super. Ben, je pense que s'il y a plus d'autres questions, euh, on pourrait peut-être se laisser ici. Je pense que, Steph, est-ce que l'enregistrement va être envoyé aux participants? Oui, c'est prévu pour demain. OK, parfait. Donc, l'enregistrement vous sera envoyé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter directement et ça nous fera plaisir de vous répondre. Donc, merci à tous d'avoir participé et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, bonne journée.